Et il annonce des jours plus dramatiques. 4 élections partielles aujourd'hui en France, les premières estimations en cours de ce journal. Ténor de Beaune, formidable vainqueur du Prix d'Amérique, 30e victoire en 30 courses. Championnat de France de football, Marseille, Monaco et Auxerre, tous 3 vainqueurs cet après-midi, creusent l'écart. Madame, Monsieur, bonsoir. Les suites du déversement massif de pétrole brut dans le golfe Persique. C'est toujours l'incertitude autour des conséquences exactes de cette marée noire. Un expert auprès du gouvernement de Bahreïn vient en effet de faire état d'un manque cruel d'informations, rappelant que lui-même et ses collègues dépendaient entièrement des quelques renseignements que les militaires voulaient bien rendre publics sur les dégâts déjà causés et les risques futurs. Reportage de nos envoyés spéciaux Marcel Tria, Jean Corneille. La vie engluée, prise au piège. Une nappe de pétrole lourd de 50 km de long et 13 de large, à la dérive au nord-ouest du Golfe, près de Ravji, la dernière ville avant la frontière du Koweït. Des kilomètres de plage déjà ensevelis sous la boue noire. Une marée molle qui glisse inexorablement vers le sud, à 1,5 km à l'heure environ. Les vents du nord-ouest, habituels en cette saison, ont tourné. Ils soufflent maintenant franchement du nord et risquent de rabattre la marée noire sur toute la côte est de l'Arabie Saoudite. Un petit coin de paradis dont les chevaliers gambettes, les aigrettes et les hérons, les mouettes blanches et les flamants roses se partagent les délices, sans se douter que la guerre des hommes les menace eux aussi, sous la forme d'une vague noire venue du nord, dans quelques jours peut-être. Un danger d'autant plus grave que les pêcheurs sont nombreux dans toute cette région, grande consommatrice de poissons. Mais la pire menace, c'est celle qui pèse sur les usines de dessalement de l'eau de mer. Celle de Ravji, au nord, aurait déjà cessé ses activités. Celle de Ras Al Ghar, plus au sud, pourrait subir le même sort. Elle produit chaque jour 900 millions de litres d'eau potable. Et c'est elle qui alimente la capitale Riyad. La troisième, enfin, celle d'Azizia, pourvoit en eau douce les 5 millions d'habitants et les industries de toute la province orientale. La technologie est complexe, mais le principe est simple. L'eau de mer est vaporisée, le sel se dépose et la vapeur est ensuite condensée. À 700 mètres au large, la station de pompage qui capte l'eau à 3,50 m de profondeur. Si la nappe de pétrole parvient jusqu'ici, une seule parade, fermer l'usine. Dans une région comme celle-ci, il est très difficile de protéger l'usine, parce que la mer ici est très turbulente. Et aussi profond que vous puissiez aller, vous récupérerez toujours du pétrole. Et il n'y a pas de moyen de défense, à part le vent. Pour quand attendez-vous l'arrivée de la nappe? La nuit dernière, à la télé, ils ont dit qu'elle avançait d'1,5 km à l'heure. Si vous faites le calcul, vous obtenez entre 7 et 9 jours pour qu'elle soit ici, si elle vient. Les porte-paroles officiels de l'usine, comme celui du gouvernement saoudien, tentent d'accréditer une thèse résolument optimiste, comme pour se rassurer eux-mêmes, une version moderne de l'antique Inch'Allah. Mais les ingénieurs savent bien que le robinet pourrait bien se tarir et que l'eau qu'ils produisent est aujourd'hui irremplaçable pour les populations que le pétrole a artificiellement concentrées ici, en plein désert. Et puis, elle est si bonne, leur eau. Enfin. Je préfère tout de même le vin. Pas de commentaires. Dick Cheney, le secrétaire américain à la Défense, a annoncé que les États-Unis avaient pris des mesures militaires pour tenter d'arrêter cet écoulement de pétrole. En fait, les Américains ont fait sauter ces installations pétrolières qui se trouvent sous contrôle irakien au Koweït. Le général Schwarzkopf, le patron des forces américaines en Arabie, vient lui-même de détailler cette opération. Commentaire Éric Perrin. Voici le terminal de Hamadi sous contrôle irakien au large du Koweït hier après-midi. D'après le général Schwarzkopf de l'armée américaine, le pétrole s'échappe depuis plusieurs jours et selon lui, cette fuite n'a pas été provoquée par des attaques de la coalition, elle serait donc le fait des Irakiens. Sur cette carte dessinée à partir de reconnaissance aérienne, on aperçoit à gauche la côte koweïtienne et à droite, à 13 km au large, le terminal Hamadi, où sont habituellement chargés les supertankers. Jeudi dernier, le 24, la marée noire s'étend déjà. Selon les experts, il y avait alors deux possibilités. Incendier le terminal ou bien couper le flux de pétrole en s'attaquant à l'alimentation. Les militaires américains préféraient cette deuxième solution, mais lors d'un combat naval avec un navire irakien, le terminal prend feu. Comme le précise le général Schwarzkopf, la première solution est donc appliquée un peu par hasard.
Résultat immédiat, le flux de pétrole qui s'échappe diminue. À 22h30 la nuit dernière, les militaires américains s'attaquent de façon très précise aux zones de stockage. Grâce à cette caméra située à l'avant d'un missile, on comprend que l'objectif est de toucher la vanne d'alimentation du terminal. En clair, couper le robinet. Et voici le terminal aujourd'hui, après l'attaque. La fumée a une couleur différente, les flammes sont plus petites, et si l'incendie continue, cela est certainement dû aux résidus de pétrole dans le pipeline, le terminal se situant à environ 27 km des vannes d'alimentation qui ont été touchées. Le général Schwarzkopf a précisé qu'il faut désormais du temps pour apprécier le succès exact de l'opération. Notre objectif, dit-il, était de mettre fin à cette catastrophe sans détruire les capacités économiques du Koweït. L'Agence internationale de l'énergie va se réunir dès demain à Paris pour ajuster son plan d'urgence d'aide aux pays riverains. Là encore, les experts sont souvent en total désaccord. Pour certains, c'est la catastrophe écologique du siècle. Pour d'autres, il ne faut pas paniquer. Une bonne partie du pétrole déversé pourrait s'évaporer de lui-même dans les prochains jours. Pour tenter de vous faire une idée plus précise, je vous propose d'écouter le commentaire de José Blanc-Lapierre. Saddam Hussein a déclaré la guerre à la nature et aux ressources des générations futures, a déclaré cet après-midi un responsable de l'environnement saoudien. Des espèces rares comme les puffins et les pétrels sont menacées de disparition. En 4 ans, la France avait réussi à se débarrasser de la souillure de l'Amoco Cadiz grâce à l'action des tempêtes sur une côte exposée aux intempéries. Ici, le contexte est différent. Un courant faible, une mer presque fermée qui offre peu de chance à l'évacuation de la pollution. Les dommages causés à l'environnement, même s'ils ne sont pas catastrophiques, auront des effets pour les années à venir. Des efforts devront être entrepris à une grande échelle, probablement avec l'aide internationale. Plus grave encore, la menace qui pèse sur l'alimentation en eau potable. Les stations de pompage devraient cesser leur activité selon les techniciens contactés sur place. Mais des experts français sont plus optimistes. Ces stations pompent l'eau en profondeur et pourraient éviter le pétrole. Au Qatar et à Bahreïn, l'installation de bouées flottantes a commencé. La France a proposé son aide, comme elle l'avait fait pour l'Alaska. La meilleure parade, des barges capables d'écrémer la surface de l'eau. Selon des experts de Brest, 45% de ce pétrole fluide et léger devrait s'évaporer d'ici à 10 jours. Mais ce soir, quelles que soient les hypothèses, une nappe gluante de 50 km se rapproche des côtes. Commentaire de Pierre Mauroy, cette marée noire montre que Saddam Hussein est un jusqu'au-boutiste. Pour le premier secrétaire du PS, le président irakien est dans une logique de l'horreur. Le général Roquejoffre, le patron de l'opération Daguet, a eu lui une appréciation, disons, plus technique, en affirmant ce matin que Saddam Hussein est un bon chef de guerre. Le chef des troupes françaises sur place a également souligné que notre aviation avait déjà effectué 200 sorties sans une seule perte. Sur place, à Riyad, l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Arroir. Au 11e jour des hostilités, la phase aérienne continue. Le général Roquejoffre reconnaît qu'elle a été perturbée par les conditions météo. Malgré cela, nos avions ont accompli 200 missions de combat contre le Koweït et l'Irak. Objectif, les sites stratégiques, mais aussi des unités comme la garde républicaine qu'il s'agit d'affaiblir avant toute action terrestre. Le travail n'est pas terminé. Selon le chef d'état-major, la phase aérienne des Alliés va encore se poursuivre, peut-être pendant 2 semaines ou plus. À signaler qu'aucun avion français, Jaguar, Mirage S1, Mirage 2000, n'est porté manquant. La destruction des sites de lancement des Scud n'est pas complète, comme on le constate chaque nuit en Arabie Saoudite comme en Israël. Chaque nuit, parce qu'il est plus difficile pour les avions alliés de repérer les rampes mobiles de lancement et de les détruire. Nous avons donc à faire face à un adversaire, Saddam Hussein, passif jusqu'à présent sur le plan militaire, mais qui a choisi de harceler les populations civiles. Je trouve que c'est un chef de guerre qui déroule bien son plan en fonction, puisqu'il n'a pas eu l'initiative, en fonction de l'initiative des autres. Bien, ça ne veut pas dire que la phase aérienne, celle qui est en cours, soit sans succès. Quant à nos militaires, 12 000 hommes présents en Arabie Saoudite, ils sont toujours en phase de préparation active. Ils ont bon moral, nous dit-on. Nous devrions d'ailleurs pouvoir le constater nous-mêmes, puisque l'état-major a donné son feu vert pour que la presse et la télévision puissent les rencontrer cette semaine sur le terrain.
Arrivée de nouveaux renforts français en Arabie avec l'accostage de 3 navires dans le port de Yambou sur la mer Rouge. Renforts destinés à étoffer le dispositif logistique et surtout sanitaire de l'opération Daguet, avec notamment le navire hôpital Larence d'une capacité d'une centaine de lits. Reportage de nos envoyés spéciaux Laurent Boussier, Philippe Péter. C'est pour renforcer le dispositif logistique et sanitaire de l'opération Daguet qu'ils arrivent en Arabie Saoudite. Ils sont 500, parachutistes, transporteurs, personnel médical et spécialistes de l'armée de l'air, prélevés dans plusieurs régiments un peu partout en France. Avant de quitter Toulon, ils ne se connaissaient donc pas. Ils ont eu 6 jours à bord pour apprendre à travailler ensemble. Très vigilants, ils apportent un soin tout particulier à leurs équipements antichimiques. Confidentiels, ils n'ont pas le droit de révéler leur destination finale. Et là, vous savez où vous allez, non? Ah non, aucune idée. C'est l'aventure. Pas l'aventure, on sait rien. Vous savez où est-ce que vous allez aller, là? Pour l'instant, on le sait, mais on ne peut pas le dire. Avec eux, 60 véhicules, camions de transport, engins de dépannage ou blindés légers. Ces matériels qui vont rejoindre dans les jours prochains le gros des troupes françaises, quelque part dans le nord-ouest du pays. Arrivé en même temps qu'eux à Yangou, Larence, navire de soutien santé de la Marine nationale. Ce bateau restera dans le port saoudien jusqu'à la fin des hostilités. 2 salles d'opération, 100 lits pour blessés, des chirurgiens spécialistes de la médecine de guerre, tout est prêt pour le cas où. Une nouveauté à bord, des équipements spéciaux pour décontaminer et soigner des soldats atteints par des gaz chimiques. Des équipements spéciaux que personne ne souhaite avoir à utiliser. Pour la deuxième fois en 48 heures, l'Irak, par la voix de sa presse officielle, a implicitement menacé d'utiliser des armes non conventionnelles. La force de l'Irak ne repose pas seulement sur ces armes déjà connues, affirme aujourd'hui le quotidien du gouvernement. Les prochains jours seront plus dramatiques et commencera une nouvelle ère après que nous ayons anéanti à jamais l'entité bâtarde des sionistes, affirme de son côté l'organe du ministère de la Défense. Quelles peuvent être ces armes inconnues? Une tentative de réponse avec Françoise David et Patrick Resloff. Une réelle inquiétude parmi les populations persiste, et si les missiles irakiens étaient chimiques? Les Scud tirés depuis l'Irak, version originale dont la portée est de 300 km, les Hussein ou El Abbas, version améliorée, portant jusqu'à 900 km, sont toutes des armes conçues pour être équipées de têtes chimiques. Et contre une attaque chimique de ce genre, le missile Patriot est beaucoup moins efficace. De toute façon, la tête du Scud explose à basse altitude et répand le liquide toxique, probablement de l'hypérite. Si le Patriot intervient, il provoque de la même manière l'action chimique en détruisant le Scud. Dans ce genre d'attaque par liquide, le port du masque n'est pas suffisant. La peau est attaquée, des plaies qui ne se referment pas. C'est dans la phase terrestre du combat que l'arme chimique est la plus adaptée. Elle freine l'action de l'ennemi. 2 possibilités d'utilisation, soit par l'artillerie, soit par l'aviation sous forme d'épandage liquide ou par bombardement gazeux. Tout l'arsenal militaire irakien pouvant tirer des obus de plus de 120 mm ou lancer des bombes de plus de 250 kg est susceptible de porter des coups chimiques. L'Irak est la 3e puissance chimique du monde. Sur le plan des armes bactériologiques, on suppose qu'elle posséderait entre autres la maladie du charbon, maladie que l'on connaît bien, mais qui paralyserait momentanément l'action des forces alliées. Pour procéder à des tirs non conventionnels efficaces, il faut se soumettre à des conditions météo locales très restrictives. Vent nul, température adéquate et de préférence un léger brouillard. En Israël, où de nouveaux missiles Scud à ogive conventionnelle ont été tirés hier soir sans faire de victimes, le Conseil des ministres ce matin a décidé le maintien de la politique de retenue, même si, pour reprendre la formule du ministre de la Défense, Moshe Arens, même si Saddam Hussein a déjà dépassé la ligne rouge. Ces menaces de la presse irakienne sur l'utilisation d'armes inconnues sont-elles prises au sérieux par les responsables israéliens? Réponse de notre correspondant Charles Anderlin. C'est officiel depuis ce matin, les dirigeants israéliens craignent l'escalade des attaques de missiles irakiens équipés cette fois d'ogives chimiques. Un commentateur de la presse israélienne parle même de l'éventualité de l'utilisation de l'arme biologique. 2 éléments à l'origine de ces craintes israéliennes. D'abord, dans l'ouest de l'Irak, des dizaines de rampes de lancement fixes et mobiles seraient encore intactes et menaceraient directement l'État d'Israël. Et puis Saddam Hussein a échoué dans sa stratégie visant à entraîner Israël dans le conflit. Il pourrait décider très vite l'escalade. Dans ces conditions, le gouvernement israélien se trouverait face à un problème extrêmement grave. En effet, ce serait
la limite du tolérable. Les Israéliens pourraient décider à ce moment-là, selon la presse israélienne, de se tourner vers les Américains et de leur proposer une opération terrestre de grande envergure dans l'ouest de l'Irak. Tout cela, pour l'instant, n'est que spéculation, mais dont on parle beaucoup en Israël. Tout dépendra de ce qui arrivera cette nuit ou les nuits prochaines, si les patriotes parviendront à intercepter tous les missiles irakiens. En Jordanie, le roi Hussein a rencontré tout à l'heure certains journalistes français. Le souverain a notamment évoqué avec eux l'article écrit par l'un de ses propres conseillers, publié aujourd'hui, selon lequel, je cite, « il ne reste plus des principes de la Révolution française qu'un morceau de viande avarié entre deux tranches de hamburger », allusion tout à fait claire à l'alliance avec les États-Unis. Le point avec notre envoyé spécial Françoise Joly. Au palais de Basman, dans la capitale jordanienne, pendant près d'une heure, face à des journalistes français, le roi Hussein s'est voulu une fois de plus le messager de la paix. Le souverain hachémite a également précisé n'avoir aucun contact avec Bagdad depuis le début des hostilités, ni d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite, et là depuis les premiers jours de la crise dans le Golfe. Mais les mots les plus catégoriques du roi seront ceux qu'il prononcera à propos d'un éditorial paru ce matin dans la presse jordanienne, un éditorial écrit par un conseiller de presse du Palais Royal et accusant dans des termes très violents la France d'être un protectorat américain. J'ai lu cet éditorial ce matin. Je suis choqué et déçu par de tels propos. Cet article traduit le sentiment d'une seule personne et n'engage qu'elle-même. Elle n'a aucune raison de s'exprimer de cette manière. Le roi Hussein n'épiloguera pas durant cette conférence de presse sur la position de la France dans cette guerre. Mais le souverain hachémite nous est apparu plus décontracté. Il faut dire qu'il y a quelques jours, un émissaire de George Bush était ici à Amman pour s'assurer de la neutralité de la Jordanie. Et le souverain hachémite espère peut-être avoir fait comprendre aux États-Unis la position délicate dans laquelle se trouve ce pays. L'amiral Langsad, qui est le chef de cabinet militaire du président Mitterrand, vient de déclarer à 7/7 que la phase aérienne du conflit devrait durer, selon lui, entre 3 et 4 semaines. Récit de ce 11e jour de guerre avec Florence Mavic et Jean-Pierre Métivé. Ces hommes ont déjà une obsession, les alertes chimiques. Cette unité américaine près de la ligne de front est équipée de capteurs qui détectent instantanément la présence de gaz. Les alertes sont fréquentes. Les détecteurs se déclencheraient à cause d'infimes quantités de gaz provenant des usines chimiques bombardées en Irak et que le vent propage. À chaque alerte, les vétérans ne mettent pas plus de 9 secondes pour enfiler leur masque. Un autre danger, aussi sournois que les gaz, menace les troupes. Ce sont les mines, enfouies dans le sable. Alors, on écoute très attentivement les explications de l'instructeur. Il n'y en a pas que pour les tanks, il y en a aussi pour les bons hommes. Les champs de mines antipersonnels, c'est sur des largeurs de 60 à 80 mètres. Vous avez vraiment intérêt à faire gaffe, ça rigole pas du tout ici. Les soviets en avaient une comme ça, ce sont des mines à gaz, avec 3-4 livres de pression. Vous avez le pied qui saute. Et là vous avez une mine à fragmentation. Tous les Irakiens en ont une comme ça dans leur sac à dos. Ça se dégoupille. L'autre jour j'ai vu un chameau qui s'en prenait 5, il est mort en 3 minutes. Ça ils en ont en abondance. Quelque part à l'arrière, un hôpital de campagne. Sous la toile de tente, un équipement médical sophistiqué. On y trouve même un scanner. Les premiers occupants sont des soldats américains blessés au cours de manœuvres. On craint 3 ennemis. Le sable, qui gêne toute stérilisation, les nuits glaciales dans le désert et surtout les gaz. Ici comme ailleurs, on vit au rythme des alertes. Les infirmières ne sont pas les seuls éléments féminins de l'armée américaine. D'autres femmes servent à l'arrière dans des unités de soutien ou de protection contre d'éventuels attentats terroristes. Mais elles n'ont pas l'autorisation de prendre part au combat. Pour le moment, leur ennemi principal semble les hommes qui doutent de leurs compétences. Il faut prouver qu'on est capable. Et si on est capable, alors là, les soldats suivent et écoutent les ordres. Je pense que pour chaque tâche, la femme peut être à la hauteur. Toutes ne sont pas faites pour le combat, de même que tous les hommes ne sont pas faits pour le combat. Selon l'agence Associated Press,
Les pilotes américains rentrant de mission décrivent un paysage de ponts détruits et d'incendies. En Irak, les caméramens de l'agence britannique ITN ont filmé sous le contrôle des autorités locales ces habitations détruites dans la ville de Kirkouk. Ces Irakiens, allongés sur des lits dans un hôpital, sont présentés comme étant des victimes récentes. Et puis ces nouvelles images de l'église Saint-Thomas près de Bagdad. Un office religieux se tient dans les ruines de cette église chrétienne. Autre lieu saint, la ville d'Al-Najaf, dont la télévision irakienne diffuse les premières images montrant des habitations détruites. Au Pentagone, on se défend d'avoir bombardé des sites religieux. Nous avons examiné soigneusement la zone autour de ces lieux saints. Nous avons conclu qu'il n'y a aucun dégât autour de ces lieux saints. Et si Saddam Hussein décide d'implanter des installations militaires dans des endroits sensibles, c'est sa propre décision. Et c'est un Saddam Hussein souriant qui apparaît régulièrement sur fond de musique classique à la télévision irakienne, cette fois-ci avec son conseil révolutionnaire. Autre incertitude de cette guerre, celle qui concerne le nombre d'avions irakiens qui se sont posés en Iran. 39 selon les Américains, pas du tout affirmé hier les Iraniens, 7 chasseurs bombardiers seulement. Quoi qu'il en soit, Téhéran a assuré les autorités américaines que ces avions resteront dans les hangars iraniens jusqu'à la fin du conflit. Les modérés actuellement au pouvoir en Iran entendent, pour l'instant du moins, rester neutres dans ce conflit. L'été dernier, Saddam Hussein avait pratiquement tout cédé aux revendications territoriales iraniennes. Le numéro 1 irakien ne pouvait pas se permettre de risquer l'ouverture d'un second front. Avec Véronique Tavo, un rappel des relations difficiles entre l'Iran et l'Irak depuis 1988. Après 8 années de guerre particulièrement meurtrière, plus d'1 million de victimes, une guerre où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, l'Iran et l'Irak signent, le 20 août 1988, sous l'égide des Nations Unies, un cessez-le-feu. Aussitôt, la joie, à Bagdad, comme à Téhéran. Premier pas vers un rapprochement, un long processus de négociation s'engage entre les deux pays, mais sans qu'un véritable accord ne parvienne à régler le différend entre l'Iran et l'Irak. Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. Immédiatement, Téhéran condamne et demande le retrait des troupes irakiennes aux frontières internationalement reconnues. Isolé diplomatiquement après son coup de force contre le Koweït, soumis à un embargo militaire et commercial, le 15 août, Saddam Hussein, par la voix de son porte-parole officiel, propose à l'Iran un spectaculaire et inattendu plan de paix. L'Irak accepte toutes les conditions posées par l'Iran, partage de la souveraineté sur le Châtel arabe, retrait de toutes les troupes irakiennes encore stationnées en Iran et échange immédiat et total des prisonniers de guerre. Un plan qui entre immédiatement en application. 100 000 prisonniers vont ainsi être échangés en quelques jours. C'est le début de la normalisation des relations entre les deux pays. Normalisation scellée le 9 septembre par la visite historique à Téhéran de Tarek Aziz, le ministre irakien des Affaires étrangères. Mais la communauté internationale s'inquiète. Un rapprochement entre les ennemis d'hier risque de faire échouer l'embargo contre l'Irak. Une crainte que l'Iran s'empresse d'écarter. Le président iranien, Hachemi Rafsanjani, affirme que la crise du Golfe et la normalisation des relations avec l'Irak sont deux problèmes indépendants. Rapprochement avec Bagdad, certes, mais timide et mesuré. De fait, l'Iran, engagé dans une politique d'ouverture vers l'Occident, va au fil des jours réaffirmer sa stricte neutralité dans le conflit. Mais une attitude qui va peut-être être difficile à tenir. Les durs du régime islamique se sont prononcés pour la lutte contre les Américains aux côtés de l'Irak. Depuis quelques jours, les manifestations pro-Saddam se multiplient dans les villes iraniennes. Défilés pacifistes un peu partout dans le monde. En Inde, une manifestation anti-guerre a tourné un affrontement entre hindous et musulmans, au moins 5 morts. Manifestation également à Tokyo, à Montréal et surtout aux États-Unis, avec d'imposants défilés pacifistes, mais aussi de nombreux rassemblements de soutien aux GIs. Commentaire Gérard Leclerc. Pas de week-end pour les pacifistes du monde entier. À Washington, de 75 000 à 200 000 manifestants selon les sources ont défilé du Capitole jusqu'à proximité de la Maison-Blanche. Parmi les slogans, pas de sang pour le pétrole.
Mais le long du cortège, comme dans d'autres villes des États-Unis, des contre-manifestants ont clamé leur soutien à George Bush et aux 400 000 boys américains présents dans le Golfe. En Europe, c'est encore l'Allemagne qui a réuni les plus grosses foules, plus de 100 000 à Bonn et 30 000 à Berlin, à l'appel d'une cinquantaine d'organisations politiques, syndicales ou religieuses. À Londres, quelques milliers de manifestants pour condamner la guerre, et je cite le pire désastre écologiste que le monde ait connu. Tous unis pour la paix, des colombes, des bougies et beaucoup de monde à Mexico contre la guerre du Golfe. Enfin, des pacifistes sur les bords du Pacifique, chansons folk comme au plus beau temps de la guerre du Vietnam, et distribution de tracts pour une manifestation qui a réuni 15 000 personnes à Tokyo, notamment contre le programme d'aide de 9 milliards de dollars en faveur de la force multinationale. Double attentat à Ankara en Turquie visant les locaux de la compagnie Air France et d'autres compagnies étrangères soutenant la coalition. Des dégâts mais pas de victimes. Même chose dans l'est du Liban sous contrôle syrien où une charge de TNT a sauté devant le siège d'une banque franco-libanaise. Mystérieux attentat également vers 5 h du matin à Marseille. Attentat visant la maison de l'étranger. Une charge d'environ 200 grammes d'explosifs agricoles a fait voler en éclats les vitres de ce bâtiment qui accueille principalement des immigrés maghrébins pour les aider dans des démarches administratives. Attentat revendiqué par téléphone par un correspondant anonyme se réclamant du sionisme israélien. Revendication qualifiée immédiatement de grossière provocation par le grand rabbin de Marseille. Le maire Robert Vigouroux a déploré et condamné cet acte de vandalisme qualifié de simple provocation et grossière provocation. Et le maire a invité toutes les communautés marseillaises à rester solidaires. Dernière information à propos de cette guerre du Golfe. Un dernier sondage BVA indique que les 3/4 des Français estiment qu'elle va durer au moins plusieurs mois. Vous serez donc très nombreux, j'en suis sûr, pour l'heure de vérité demain soir vers 20h50 sur Antenne 2. Émission spéciale intitulée 4 vérités pour comprendre une guerre. 4 invités, le général Saunier, ancien chef d'état-major des armées, Antoine Vechter, député écologiste européen, l'amiral de